RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie Rossignon, qui est la présidente de la coordination des professionnels de santé CPTS de Nancy Métropole. Comment allez-vous, Sylvie ? Très bien, merci. Donc nous sommes là aujourd'hui pour aborder le thème de la vaccination, la campagne de vaccination, et je me permets de commencer cette émission par un petit édito sur le doute. Sur le chemin qui mène à la vérité, il est fréquent de passer par le carrefour du doute. Et du doute à la crainte, il n'y a parfois qu'un trottoir. À l'intersection des pros et des anti-vaccins s'élèvent diverses voix VOIX, desquelles émanent diverses voix VOIES. Dans les pays du common law, en loi pénale, subsiste la notion du doute raisonnable. Faute de pouvoir déterminer avec certitude ce qu'il est rationnel de croire en certaines circonstances, notamment lorsque, comme dans le cas d'un procès criminel, on ne peut avoir accès direct ni une garantie à la vérité, il est commun de recourir à un critère moins exigeant que celui de la rationalité, à savoir celui du raisonnable, qui est d'essence politique et sociale, autant qu'épistémologique. L'écrivain Anatole France disait qu'il faut douter du doute. Et Laurent Jeunefort, lui aussi écrivain, concède que la pensée naît du doute. Sylvie Rossignon, comprenez-vous aujourd'hui les doutes de certains Français quant à la vaccination ? Alors non seulement je les comprends, mais en plus je suis pour le doute. Il faut qu'on doute. Et le travail des professionnels de santé, c'est d'informer la personne pour qu'elle puisse choisir de manière éclairée et en conscience de se faire vacciner ou pas. Donc le doute est très important. Alors évidemment, à l'heure actuelle, avec toutes les informations qu'on entend, c'est difficile de trancher parce qu'on ne peut pas rester dans le doute. On est obligé à un moment donné de prendre sa décision. Et plus on a d'informations et de désinformations, et plus c'est difficile de choisir, de sortir du doute. Comment bien s'informer aujourd'hui ? Comment échapper aux fake news ? Alors oui, ça c'est vraiment... c'est très intéressant parce que maintenant, il y a du journalisme spécial fake news. C'est un nouveau métier. Et donc, il y a des sites internet qui sont très intéressants pour essayer de déterminer ce qui est une fake news de ce qui ne l'est pas. Moi, j'en ai repéré certains, par exemple, factuel.afp.com. Mais il y en a d'autres, des sites qui sont vraiment dédiés à l'information sur les fake news, parce qu'on entend vraiment de tout et n'importe quoi. C'est vrai que dans certains journaux, il y a des cellules dédiées aux fake news. Je pense à Libération, qu'à Check News, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Là, vous avez évoqué une cellule de l'AFP. Et pour revenir aux doutes, certains internautes, certains de nos auditeurs avaient pas mal de doutes concernant les vaccins. On les a laissés s'exprimer et vous poser des questions. On va commencer par la question de Karl, qui demande si on peut avoir une confiance aveugle au vaccin. Pourquoi l'hôpital et les laboratoires se dédouanent-ils de toute responsabilité en cas d'aggravation ou d'effets secondaires dangereux suite au vaccin ? Alors déjà, Karl parle d'une confiance aveugle. Il faut surtout pas avoir une confiance aveugle. Il faut avoir une confiance raisonnée. Donc il faut s'informer pour savoir bien choisir de se faire vacciner ou pas. Ensuite, pourquoi c'est l'État qui prend en charge ? Eh bien, tout simplement parce que l'État a décrété un état d'urgence sanitaire. Donc, c'est sorti sous forme de décret. Et donc, du coup, l'État prend en charge les conséquences des accidents médicaux imputables à la vaccination qui a été décrétée. Donc, l'État, ne se dédouane pas. L'hôpital ne se dédouane pas. C'est l'État qui a décidé de prendre en charge du fait de l'état d'urgence. Donc prenons un exemple, quelqu'un qui se fait vacciner et puis qui a des complications. D'accord, il peut se retourner vers quelle autorité pour se plaindre ? Donc vers l'État. Vers l'État, voilà. Donc l'hôpital n'est pas imputable de cette faute. L'hôpital, les professionnels de santé, ne sont pas responsables des conséquences de la vaccination parce qu'on est en état d'urgence. D'accord. Alors il y a une deuxième question, c'est celle de Charline, qui vous demande d'ailleurs, comprenez-vous que la rapidité avec laquelle le vaccin a été institué nous fasse douter quant à sa probité ? Alors, pareil, Charline doute, c'est très bien,
Elle a un esprit critique, bravo. Donc, mais le problème, c'est d'arriver à sortir du doute pour finalement arriver à se décider. Alors, elle parle de rapidité. La rapidité, mais elle est due à plusieurs choses de la mise sur le marché du vaccin. D'abord, on est dans une situation d'urgence, donc les États ont fait en sorte de réduire toute la partie lenteur administrative pour passer d'une phase 1 à phase 2, phase 3. Donc on a gagné sur ce temps-là. Ensuite, le vaccin à ARN messager, donc c'est-à-dire Moderna et Pfizer, sont des vaccins qui sont quand même connus depuis 1990. Ils viennent pas d'arriver, donc on connaît un peu quand même les contours de ces vaccins. Simplement, on ne les avait pas utilisés actuellement en vaccination chez l'homme. On l'avait utilisé pour certains cancers, mais on ne l'avait pas encore utilisé pour la vaccination. Et donc c'est rapide parce que c'est aussi en pleine épidémie. C'est-à-dire que quand vous utilisez un vaccin, quand vous l'expérimentez, eh bien il faut attendre que les gens se retrouvent face à l'épidémie pour voir si le vaccin fonctionne. Or là, les gens qui ont été vaccinés se sont tout de suite retrouvés face à l'épidémie, donc on a tout de suite su sur la population témoin si le vaccin fonctionnait ou pas. Donc ça aussi, ça a permis de gagner en rapidité. Est-ce que les vaccins ont été testés cliniquement ? Alors, il y a plusieurs étapes dans les vaccins. Donc, il y a les études précliniques. Donc, on fait une étude sur les cellules. En double aveugle ? Alors, ça arrive à la fin. Donc, il y a une première étape, c'est l'étude préclinique. Donc, on fait une étude sur les cellules qu'on appelle in vitro, donc en laboratoire. Ensuite, on fait une étude sur les animaux. Ensuite, on fait une phase 1. On étudie sur un petit groupe de personnes saines, on étudie les effets indésirables du vaccin. En phase 2, on étudie la réponse immunitaire du vaccin. Donc, pour un groupe de personnes un peu plus grand. Et la phase 3, c'est là où on fait le double aveugle. Et là, on fait sur une population très large, entre d'un côté ceux qui sont vaccinés avec le vrai vaccin, et puis de l'autre côté ceux qui sont vaccinés avec du sérum physiologique, et qui ne le savent pas évidemment. Et donc là, on étudie la protection contre la maladie. Est-ce que le vaccin est assez dosé pour qu'on puisse dire qu'il protège contre la maladie? Et puis, on peut voir aussi les effets indésirables rares qu'on n'a pas pu voir dans le petit groupe de personnes saines du départ. Voilà, donc actuellement, ils ont fait toutes ces phases et ils ont reçu l'autorisation de mise sur le marché parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient une très grande tolérance, c'est-à-dire qu'il y avait des effets indésirables graves mais exceptionnels, et que deuxièmement, ils ont une grande efficacité puisqu'ils réduisent ils réduisent les cas symptomatiques, c'est-à-dire le risque de se retrouver hospitalisé, et ils réduisent le risque de transmettre la maladie. Alors réduire, ça veut pas dire 100%, ça veut dire on est dans les 80-90% de réussite. On peut dire aujourd'hui que le vaccin réduit à peu près à 90% le risque de contagion et le risque d'avoir une forme grave du Covid. Voilà, vous pouvez l'affirmer aujourd'hui. Oui. Alors, je vous incite à aller regarder justement le site vaccinationinfoservice.fr qui fait une synthèse des recommandations de la Haute Autorité de Santé et une synthèse, disons, buvable parce que faut être assez calé pour lire la Haute Autorité de Santé. Donc là, c'est assez vulgarisé pour que tout le monde comprenne ce qui est dit. Donc c'est un site neutre, fait par des experts. Voilà. C'est important pour moi de recadrer dans le discours dans un rapport professionnel de santé personnes vaccinées, parce que le gouvernement a une communication qui est un petit peu complexe à comprendre. Et donc, il faut vraiment que ce soit dans un débat soigné, qu'il faut revenir. Dans une relation de confiance, en fait, pour du une relation patient de confiance, qui va voir son médecin comme à l'accoutumée, quoi. C'est ça. Et donc, puisque on n'a que 80-90% de réussite, c'est quand même énorme, c'est bien, sauf qu'il reste quand même un petit risque, et donc il faut continuer, tant qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, la distanciation sociale, les gestes barrières, ouvrir les fenêtres autant qu'on peut, voilà.
En tout cas, vous comprenez ce sentiment de rapidité qu'évoque Charline. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs internautes qui ont posé des questions autour de ce problème de rapidité. Il y a eu le problème aussi des brevets qui ne voulaient pas être levés par plusieurs États. Il y a eu le problème, il y a eu des comparaisons aussi en se disant sur certaines maladies, il y a des recherches depuis tant d'années, on ne trouve toujours pas de vaccin ou de solution, et ça leur paraît un peu magique que tout d'un coup, même si évidemment il y a des recherches depuis 30 ans sur l'ARN messager, comme vous l'avez évoqué, certains de nos auditeurs se disaient mais on comprend pas là cette rapidité. Est-ce que elle peut être gage aussi d'efficacité? Oui. Alors, faut quand même voir qu'il y a quand même des milliers de gens qui sont vaccinés maintenant. Ce qui fait la véracité d'un fait scientifique, c'est qu'il a été vérifié par un scientifique et ensuite vérifié par ses pairs. Donc, à un moment donné, le vaccin est tellement utilisé partout. Si on avait vu d'autres choses que ce qu'on déclare, on l'aurait dit. Il y aurait quelqu'un qui l'aurait dit, quoi. Hein? Donc, c'est ça qui fait la force de ce vaccin. Il y a Yves qui nous demandait pourquoi faire du vaccin une obligation si la liberté est l'un de nos principes en République française. Ah, voilà, la liberté. Alors justement, j'ai cherché la liberté, là, j'ai cherché la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. Et alors, l'article 2. Les droits de l'homme, ce sont la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Donc c'est intéressant, c'est de voir que la liberté et la sécurité sont dans le même article. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Hein, si on est dans le chaos, on ne peut même pas librement se promener dans la rue, on ne peut pas librement commercer, on ne peut pas librement jouir de ses biens, parce qu'on est constamment en risque d'être agressé. Voilà. Donc la sécurité permet le cadre de la liberté. En même temps, trop de sécurité tue la liberté. Donc il faut trouver cet équilibre entre les deux. Et dans l'article 4, donc, qui définit la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et donc la loi définit le cadre de cette limite, de ces bornes. Voilà. Donc la liberté ne va pas sans un ensemble de choses, d'autres droits qui doivent tous trouver leur équilibre ensemble. Sur cette question de liberté, je pense que Yves entendait aussi le fait de la liberté de conscience et de choix. Voilà, alors ça, pour avoir cette liberté de conscience et de choix, il faut être bien informé. Donc on revient à l'histoire des fake news, des injonctions gouvernementales paradoxales. Au départ, on vous dit de pas mettre de masque, après on vous dit d'en mettre. Enfin, on nous disait même que les masques étaient dangereux. On nous a dit, Olivier Véran a dit que les masques étaient dangereux. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement à ce moment-là, disait que c'était inutile de mettre des masques parce qu'on pouvait se contaminer et que de toute façon, les Français ne savaient pas comment mettre des masques. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à des contradictions et de là aussi une forme de perte de confiance en la parole qui vient d'en haut, la parole gouvernementale. Et là est peut-être le rôle des médecins de resituer le débat et puis surtout de donner des informations à leurs patients. Oui, le choix de se faire vacciner est un choix personnel. Hein. Maintenant, c'est sûr que le gouvernement est dans une autre situation. Lui, il est là pour protéger la population. Donc, il a forcément un autre discours. Par exemple, il est en train de mettre en place une politique de passe sanitaire qui va forcément de pair avec une vaccination de masse, de manière à éviter un reconfinement. Parce que le reconfinement, c'est catastrophique à des tas de niveaux. C'est catastrophique au niveau économique, ça c'est sûr, mais c'est catastrophique aussi pour des gens qui sont enfermés chez eux depuis 18 mois, qui sont en dépression. Enfin, donc on ne peut pas continuer ce confinement. Donc le pass sanitaire n'est compréhensible que si on fait de la vaccination de masse. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vienne, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour convaincre les gens de se faire vacciner, je pense que c'est important de le faire. La question de Thaïs abonde dans le sens d'Yves que j'ai cité précédemment. Thaïs qui nous demande pourquoi obliger les gens à se vacciner. Sommes-nous encore libres de choisir ce qu'on veut mettre dans nos corps? Alors voilà, le corps, est-ce que mon corps m'appartient? Alors, je reprendrai l'exemple du tabac. Où on a interdit aux gens de fumer dans les lieux publics, etc.
Donc on a celui qui est libre de fumer, et puis on a celui qui est libre de ne pas recevoir, de ne pas ingérer dans son corps la fumée de l'autre. Donc il faut que la liberté de chacun soit respectée. Et de la même manière, une personne est libre de se faire vacciner, mais l'autre est libre de ne pas être contaminé par celui qui n'a pas été vacciné. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre entre les libertés de chacun, et c'est évidemment une question de société qui est très importante à résoudre. Et j'ai entendu dire ce matin que le pass sanitaire avait été voté récemment à l'Assemblée nationale, et que l'obligation vaccinale n'est faite que pour certaines catégories de population. Donc évidemment les professionnels de santé, les pompiers, les ambulanciers, etc. Je ne sais pas exactement la liste. Il y a aussi peut-être les bénévoles qui sont proches des personnes à risque, comme les personnes âgées, les aides à la personne chez les personnes âgées. Tous ces gens-là risquent de contaminer les personnes. Donc je reviens là-dessus. L'obligation vaccinale, donc elle est que sur ces personnes-là, et c'est important qu'un professionnel de santé ne transmette pas la maladie. Vous savez qu'on parle beaucoup dans les hôpitaux d'infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection qu'on attrape parce qu'on a été hospitalisé. Donc vous imaginez, vous rentrez pour une maladie, vous arrivez à l'hôpital, vous en chopez une autre. Eh bien c'est ce qui s'est passé pour les gens qui ont attrapé le Covid. Ils ont été hospitalisés, ils ont attrapé le Covid à l'hôpital. Donc, il y en a certains qui ont eu ça. Donc, il faut absolument que les professionnels de santé, particulièrement, soient vaccinés. Toujours sur cette question de choix, Lison qui nous demande pourquoi ne pas avoir rendu le vaccin clairement obligatoire plutôt que de nous faire, entre guillemets, du chantage. Eh bien là, c'est le même problème, mais à l'inverse, c'est-à-dire la liberté, justement. Il faut trouver cet équilibre de liberté entre chacun, parce que alors c'est dommage qu'on en arrive à penser que c'est du chantage. Voilà, justement, c'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Je ne me fais pas vacciner parce qu'il y a un chantage, je me fais vacciner parce que je pense que c'est vraiment nécessaire de se faire vacciner. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire, et c'est pour ça qu'il faut que le dialogue revienne entre les soignants et les soignés. Il y a la question d'Anaïs qui va dans ce même sens. Pourquoi forcer les personnes en bonne santé à se faire vacciner, surtout ceux qui n'ont jamais eu le Covid? Où est notre liberté de choix, de conscience, quand on nous contraint à ne plus avoir accès à grand-chose si l'on n'est pas vacciné, jusqu'à même ne plus pouvoir exercer notre métier? Donc on fait un chantage et on nous condamne à mourir de faim si l'on n'est pas vacciné. Elle fait référence par exemple à certains fast-food qui récemment ont exigé de leurs employés qui viennent vacciner pour pouvoir travailler. Et aussi, on pense au cas des infirmières ou des personnels, des professionnels de santé que vous avez évoqués. Oui, alors ça, je sais pas comment le ministère du Travail va encore décliner, parce que maintenant, il va falloir décliner au cas par cas. Donc ça, je pense que c'est encore trop tôt pour dire comment ça va se décliner. Je pense que franchement, personne n'est mort de faim dû au Covid. Il y a quand même eu en France une couverture sociale qui a été assez exemplaire par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où les gens ont exigé de pouvoir retourner travailler alors qu'on était en confinement. Enfin, il y a eu des manifestations comme ça parce que les gens aux États-Unis, mais ils n'ont aucune couverture sociale s'ils ne travaillent plus. On a eu quand même des étudiants en France qui se sont d'abord plaints avant de pouvoir obtenir les repas à 1 €, qui faisaient la queue devant les restos U. Donc, ils ne sont pas littéralement morts de faim, mais il y a eu un vrai problème aussi de prise en charge. A priori, mais qui s'est réglé par la suite. Oui, d'accord, voilà. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais il y a quand même eu vraiment une écoute. Enfin, et les gens se sont bougés pour que ça n'ait pas ce genre de conséquences. D'où l'intérêt de sortir le plus vite possible de ce confinement, d'ailleurs. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai oublié de vous dire pour Lison, on a réfléchi à un moment donné sur le fait de rendre les vaccins obligatoires. Et en fait, on s'est rendu compte que les pays qui n'ont pas fait le vaccin obligatoire ne sont pas plus ou moins vaccinés que nous, qui avons fait certains vaccins obligatoires. Et par contre, le vaccin obligatoire, ça crée une perte de confiance.
Parce que si on m'oblige à le prendre, alors c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a le complot pharmacien, mondialiste, enfin bref, toutes ces choses-là. Et donc, pour créer la confiance, il faut vraiment que les gens puissent choisir en leur âme et conscience, quoi. Mais c'est vrai que les professionnels de santé qui ne vont pas vouloir se faire vacciner, là, ça va être un vrai problème. Et je vous dis, je ne sais pas comment le ministère du Travail va s'en sortir. Il y a aussi des injonctions contradictoires parce qu'on voit certains domaines, par exemple les policiers, qui n'ont pas l'obligation de se faire vacciner. Et de l'autre côté, on oblige les infirmiers qu'on applaudissait il y a encore quelques mois à se faire vacciner. Il y a parfois un sentiment d'être jeté sur la place publique en disant d'être désigné comme étant un peu responsable de ce qui se passe. Surtout quand certains corps de métier ne sont pas du tout concernés par une obligation vaccinale. Alors, je pense que, mais moi, je ne suis pas à la place du gouvernement pour expliquer, mais ça me paraît plutôt logique dans le sens où le personnel soignant est plus en contact avec les personnes malades, donc avec une baisse de l'immunité, fragile, etc. Les policiers en rencontrent moins quand même, peut-être. Ils sont quand même au contact de la population. Oui, et on en sait quelque chose en banlieue. Oui. Il y a Dimitri qui dit que le vaccin Pfizer est efficace à 91%. Alors, il dit, je cite, « Si j'attrape le virus, j'ai plus de 98% de chances de m'en sortir. Et en plus, ce virus a un taux de mortalité de moins de 0,6%. Pourquoi irais-je donc me faire vacciner ?» Alors déjà, si Dimitri a plus de 98% de chances de s'en sortir, ça veut dire qu'il est jeune. Donc, et effectivement, le problème du Covid, c'est pas la mortalité. Il y a eu des épidémies qui ont été beaucoup plus catastrophiques que ça en mortalité. Le problème, c'est la saturation hospitalière. Donc, par exemple, au mois d'octobre, en un mois, il y a eu la courbe exponentielle et qui a monté, qui a flambé. Et donc, en un mois, on a saturé les hôpitaux. C'est hyper rapide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une saturation hospitalière ? Eh bien, toutes les pathologies sont impactées. Toutes les pathologies, tous les âges. Parce que les blocs de chirurgie sont utilisés sont bloqués. Les lits d'hospitalisation sont réquisitionnés pour les Covid. Et donc, il y a de moins en moins de possibilités de se faire soigner quand on n'a pas le Covid et qu'on a une autre pathologie. Donc ça peut impacter Dimitri s'il se chope une autre maladie. Concernant cette question de saturation, on a quelques chiffres. Il y a eu 21 fermetures de lits à Metz en octobre 2020, une cinquantaine de fermetures de lits, par exemple dans le Loir-et-Cher. En Île-de-France, plus de 800 lits de réanimation ont été supprimés depuis la première vague, selon France Culture. On parle de 100 000 lits fermés en 20 ans et plus de 9 milliards d'économies faites sur l'hôpital. Le problème, il est peut-être à la source, justement, il est peut-être en amont de cette crise. On n'était peut-être pas assez armés pour affronter cette crise. Je prends l'exemple de l'Allemagne, dont on dit qu'elle a 3 fois plus de lits de réanimation que la France. Eh ben, elle a été obligée de confiner quand même. Donc il faut combien de lits de réanimation pour absorber l'épidémie ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est bien beau d'être en réanimation, mais on en sort dans quel état ? Il y en a qui n'ont pas encore récupéré. Donc le mieux, c'est quand même de ne pas tomber malade. C'est vraiment ce qui est souhaitable, parce que on n'a pas une idée encore exacte du confinement, du Covid long, ce qu'on appelle le Covid long, des syndromes post-Covid. On va les ramasser à la petite cuillère. Donc le mieux, c'est de ne pas tomber malade quand même. Alors Cindy, pourquoi vacciner les personnes âgées et à risque ne serait pas suffisant vu que les autres personnes ne font a priori pas de forme grave et ne vont pas engorger les hôpitaux ? Qu'est-ce qui justifie donc vraiment d'obliger tout le monde à se faire vacciner ? Est-ce qu'on ne rentre pas là dans une idéologie où on veut une société aseptisée, où on veut éradiquer la maladie, ce qui est un non-sens et une dérive ? Et à ça, j'ajoute la question d'Anthony. Pourquoi ne pas uniquement vacciner les personnes à risque ? Alors donc, je rappelle, l'obligation vaccinale, elle est faite que pour certaines catégories de personnes. Par contre, évidemment, on va avoir des contraintes si on n'est pas vacciné. Donc, les variants, faut bien voir qu'ils touchent de plus en plus les personnes jeunes. Et donc,
plus on perd du temps à se faire vacciner, plus les variants ont des difficultés, vont nous impacter aussi la jeunesse. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir une immunité collective rapide et donc de tout miser sur la vaccination de masse. Alors comment vous allez convaincre vos patients de se faire vacciner justement ? Eh bien, j'ai des discussions avec mes patients dans mon cabinet. Je leur tiens ce même discours. C'est oui, on a évidemment des risques, mais et ils sont vraiment infimes. Conduire sa voiture, c'est plus dangereux, quoi. Il y a un moment donné, il faut savoir prendre sa décision. D'ailleurs, vous rouvrez des plages horaires pour les vaccinations, oui, avec ou sans rendez-vous. Oui. Comment ça se passera ? Alors donc sur la CPTS, donc on est aidé par la plateforme territoriale d'appui, le réseau CUNY, et par la métropole, avec lesquels on est lié par le contrat local de santé. On fait des vaccinations, mais alors on a été pris d'assaut depuis le discours du président de la République, et donc tous les créneaux quasiment sont pris sur Doctolib. Donc on a ouvert des plages sans rendez-vous sur la métropole, où tout le monde est invité à venir, évidemment, et puis on en ouvrira peut-être encore d'autres. Tout est sur le site de la métropole. Donc le site Nancy Métropole. Voilà, c'est ça. Voilà. On en a par exemple. Alors le centre Prouvé avec les pompiers en fait. Hein. Et puis alors le dimanche 25 juillet, lundi 9 août, on est à la Porte Sainte-Catherine à Nancy. 26 août, quartier Alstom. 29 août, quai Le Creux. Tous les mercredis matin à la Maison du Temps Libre à Écourt. Tous les week-ends à l'Hôtel de Ville de Nancy. Au centre Jolibois, on a le 29 juillet, le 5 août. On fait des maraudes. Alors, j'insiste bien, on fait de la mobilité pour les personnes qui sont bloquées à domicile. Il faut téléphoner à la PTA au 03 83 45 84 90 pour pouvoir être pris. Je répète, 03 83 45 84 90. Et puis, pour les étudiants, on va faire un plan vaccination dans les universités dont on parlera fin août pour décliner tout ça. Voilà, et puis en espérant que un grand nombre de gens viendront. Alors je peux vous dire que pour l'instant, on a des queues incroyables sur les zones sans rendez-vous. Alors il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission. Encore 1 ou 2 questions. Il y a aussi le caractère inédit de la situation avec la traçabilité de la santé de chacun. C'est quelque chose qui est revenu souvent dans les questions des internautes avec le QR code. Ça a nourri certaines craintes. Certaines personnes se sont dit que la santé faisait partie de la vie privée. Ça ne regarde que mon médecin, mon hôpital et moi. Avec le QR code, il y a une crainte que les données de santé soient élargies, soient accessibles à un grand nombre de personnes comme des autorités gouvernementales, etc. Est-ce que on peut craindre ce genre de dérive ? L'informatique, vous savez ce que c'est, hein, on arrive même à entrer dans le Pentagone, donc moi je ne peux rien vous dire sur ça, évidemment. Est-ce qu'il y a un système qui soit vraiment complètement verrouillé ? Ça, ce n'est pas moi qui vais dire que ce n'est pas possible, quoi. Est-ce que la communication gouvernementale, donc on se rappelle lors des annonces du président de la République, il y a eu l'annonce du pass sanitaire et il y a eu derrière l'annonce des réformes du chômage et de la retraite qui avait été retoquée par le Conseil d'État quelques jours plus tôt. Est-ce que ça n'a pas porté préjudice à votre discours, vous, professionnels de la santé ? Ah, c'est possible. En tout cas, je sais qu'il y a certains centres qui sont attaqués par des antivax. Donc ça c'est bien dommage parce qu'on n'est pas fautif des mesures gouvernementales. Hein. Nous on essaye de vacciner ceux qui le veulent et d'informer clairement ceux qui le souhaitent. Donc je pense que c'est faire un mauvais procès aux professionnels de santé que de les attaquer eux. S'ils ont quelque chose à dire au gouvernement, qu'ils lui disent à lui. Justement, voilà. C'est peut-être le package qui a fait monter la colère. Est-ce que vous l'avez ressenti chez les patients ? Oui, clairement. Vraiment, on sent une agressivité comme si on valorisait le discours du gouvernement. Mais nous, on est là pour soigner, quoi. Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance, quoi.
Merci beaucoup Sylvie Rossignon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de la coordination des professionnels de la santé de la métropole nancéenne. J'avais encore plusieurs questions, mais le temps ne nous permet pas de les évoquer. Je voulais juste citer un site pour la dame qui voulait parler de la vaccination chez les femmes enceintes, qu'elle aille regarder le site lecrat.fr. Voilà. Très bien. Elle merci. aura toutes ces infos. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous chers auditeurs et on se retrouve très vite dans le micro déconfiné. Merci. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org